Lui, il ne savait rien. Rien de ce qui allait arriver. Un simple étudiant venu passer quelques jours dans un appartement ordinaire à Kondengui, Yaoundé. Un immeuble banal, sans histoire, habité en majorité par des militaires. Un lieu qu'on croirait sûr, surveillé, propre à la discrétion, presque parfait pour une opération. Il est un peu plus de 13 heures ce mercredi. Ce jour-là, le soleil tape fort sur Yaoundé, mais dans ce couloir d'immeuble, l'ombre est glaciale. Deux hommes montent. Les escaliers, encagoulés, leur démarche est assurée. Des godillots bien visibles, quelques effets militaires. Ils sonnent à la porte. Ils prétendent être des agents des NEO. Inspection de routine, disent-ils. Rien d'alarmant. Ils ont les bonnes chaussures, les bons gestes, même les bons mots. La porte s'ouvre sans méfiance. Ils entrent. Ils ne cherchent pas à discuter, ils cherchent quelqu'un, ou plutôt des gens. Ils fouillent tout, pas comme des voleurs, non, comme des prédateurs en mission. Chaque pièce est passée au peigne fin. Ils cassent, ils bousculent, ils frappent. Dans le salon, un jeune étudiant, il est seul. Il est là pour quelques jours à l'adresse d'un parent de Madame Bibounissak. Il revise, il respire et il vit normalement. Mais en quelques secondes, tout bascule. Il est roué de coups, torturé. Ils veulent savoir où elle est. Où sont les enfants? Ils ont des photos, ils les montrent. La femme, les enfants, l'homme, Olivier Bibounissak. Le porte-parole du MRC emprisonné depuis le 3 novembre 2020. 7 ans derrière les barreaux. Sa famille passe souvent par ici avant d'aller lui rendre visite à la prison centrale de Kondengui. C'est ce que les assaillants savaient. C'est ce qu'ils attendaient. Ce ne sont pas des inspecteurs. Ce ne sont pas des techniciens. Ce sont des hommes en mission. Une mission sombre, une opération ciblée. Ils veulent frapper vite. Ils veulent frapper fort. Ils ne cherchent pas à voler. Ils ne cherchent pas de documents, non. Ils fouillent, ils renversent, ils détruisent pièce après pièce. Ils cherchent quelqu'un, non. Plusieurs personnes, une famille, une mère, des enfants. La famille Bibounissak. La scène est rapide, violente, méthodique, mais ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Alors, ils se déchaînent. Les cris résonnent à travers les murs. Personne ne bouge. Ceux qui entendent savent qu'il ne faut pas sortir. Pas aujourd'hui.
Les deux hommes parlent. Et ce qu'ils disent glace le sang. On les cherche. On est venu les finir pour faire passer un message. Le jeune homme est alors violemment agressé, frappé, traîné au sol. Il supplie, il ne coûte pas. Ils veulent des noms, ils veulent savoir où est la famille. À tout prix. Où sont les enfants? Où se cache l'épouse? Mais personne n'est là. Par un hasard heureux, la famille est hors de la ville de Yaoundé depuis quelques jours. Alors, la rage s'empare d'eux. Tout y passe. Meubles, vêtements, objets personnels. L'appartement est mis à sac. Pièce après pièce. Ils brandissent des photos. Oui, des photos. Des visages. Celui d'Olivier Bibou Nissak. Celui de son épouse. Ceux de ses enfants. Ils crient qu'ils les ont cherchés ailleurs. Sur la nouvelle route de Colbison. Mais là aussi, ils ont trouvé porte close. Pas de traces de la famille. Et cela les rend fous. Le jeune étudiant, lui, est laissé derrière. À moitié conscient, fracturé, traumatisé, il sera conduit à l'hôpital dans un état très préoccupant. Son seul crime, avoir été là, au mauvais endroit, au mauvais moment. L'appartement, c'est un champ de ruines. Tout y est en miettes. Les images, lorsqu'on les découvre plus tard, donnent froid dans le dos. Mais cette scène n'est pas isolée. 2 ans plus tôt, dans la nuit du 6 au 7 septembre 2023, une autre tragédie à Douala cette fois. Suzanne Zamboué, l'épouse de Pascal Zamboué, alors coordonnateur national du MRC, elle aussi ciblée, elle aussi victime d'un acte d'une violence inouïe. Alors que son mari purgeait déjà une peine à Kondengui. Son mari détenu, son fils arrêté après avoir échappé à ce que certains appellent un scénario similaire, orchestré cette fois par un commando bien connu. Un groupe relié, dit-on, à la DGRE. Le nom de Maxime Ekoeko revient à voix basse dans les couloirs de la peur. Depuis cette nuit-là, aucune réponse, aucune justice. L'enquête enlisée, l'auteur présumé, toujours libre. Le fils de la victime, derrière les barreaux, avec son père. Ce qui se dessine, c'est un schéma. C'est une stratégie. C'est un mode opératoire. Des cibles désignées, des familles fragilisées, des opposants réduits au silence et des commandos qui agissent comme des fantômes. En pleine capitale, en plein Yaoundé. Un scénario qu'on croirait sorti d'une série noire, sauf que c'est réel, ça se passe ici, maintenant. Les noms se multiplient. Maurice Kamto, Jean-Michel Nietzsche, Anissé Kane, Yakuba Mamadou Mouta, Alain Fogué, leurs proches, leurs familles, tous placés dans le viseur. Un par un, ils sont désignés.
comme des menaces, comme des cibles. Des informations circulent. Des opérations seraient déjà en préparation et certaines peut-être en cours. Ce qu'on appelle les faiseurs de changement deviennent au fil des mois des cibles de plus en plus vulnérables. On murmure qu'une partie du pouvoir ne veut pas d'élection et encore moins d'alternance. Certains auraient même envisagé l'impensable, éliminer physiquement les figures politiques les plus influentes si la voie électorale ne permet pas de les écarter. Et pendant ce temps, les menaces montent, des rumeurs circulent, des discours codés se propagent et les plus extrêmes annoncent même qu'en cas de victoire de l'opposition, ce ne serait pas le peuple qui décidera, mais les armes. Oui, on en est là, au Cameroun, en 2025. Cette histoire n'est pas un scénario, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un film. C'est le Cameroun, c'est notre pays, notre terre natale. C'est ce qui est arrivé ce mois de juillet 2025 à un étudiant, à un appartement de Kondengui. Ce qui aurait pu arriver à des enfants, à une femme, à une famille. Et demain, à qui le tour? Ce récit est basé sur une déclaration signée à Yaoundé le 23 juillet 2025 par Mamadou Yakuba Mota, président par intérim du MRC. Il y a des pays où on chasse la peur et d'autres où c'est la peur qui chasse. Ici, elle frappe à la porte. Elle porte des bottes militaires. Elle parle à voix basse. Elle connaît les visages. Elle n'a pas besoin de nom. Elle suit les idées. Ce n'est pas un crime spectaculaire, ni une révolution de place publique. C'est un fil tendu dans l'ombre qu'on coupe quand il devient trop tendu. Une famille qui disparaît d'un agenda. Un visage qu'on efface des murs. Une voix qu'on éteint avant qu'elle ne parle, qu'elle ne porte. Le pire, ce n'est pas la violence. C'est le vide qu'on installe, un vide organisé, un vide où plus personne ne sait s'il peut parler ou même penser. Quand l'État devient un écho, quand le pouvoir n'a plus besoin de crier, quand une paire de godillots suffit à faire taire un quartier, alors on ne gouverne plus. On règne sur le silence. Et pendant qu'on parle de démocratie, pendant qu'on parle d'alternance, les commandes, eux, travaillent dans le noir. Merci à tous.